j'ai choisi de répondre à une question qui m'a été posée, même si ce n'est pas tout récemment, et en même temps de donner du réalisme à ma démarche d'accompagnement de couple, parce que certaines personnes se disent que la légitimité que je pourrais avoir à accompagner les couples pourrait s'effondrer quand on a appris que j'ai divorcé, par exemple. C'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Pour moi, ma légitimité serait peut-être très fragile si j'avais été dans un parcours, on va dire, droit, en couple, heureux du premier coup, entre guillemets, coup de bol, la bonne personne, le bonheur magnifique, tout se passe bien avec mes enfants, ça se passe bien avec ma femme, et que je prenne soin de partager avec vous ce que j'ai appris en formation, et de fonder tout cela sur une théorie qui ne serait quelque part exempte d'une pratique, j'ai envie de dire, de galères, de difficultés rencontrées, d'échecs. Alors, pour illustrer mon parcours, ça pourrait être intéressant vraiment que vous sachiez par où je suis passé. J'ai eu une grande difficulté à savoir quel était le partenaire avec lequel j'allais vivre ma vie. Et si vous avez écouté quelques podcasts précédents, j'ai déjà commencé à ouvrir une page de mon expérience avec mon ami qui m'a dit « Pascal, tu es un imbécile ». Je ne vais pas développer cet aspect, mais je vous rappelle, pour ceux qui ont déjà écouté ce podcast, que j'ai abordé ça. Un imbécile parce que je n'arrivais pas à savoir qui choisir, entre laquelle des deux j'allais m'orienter alors qu'il y avait deux prétendantes quasiment simultanément. J'ai beaucoup appris de ce passage-là. Et puis, j'en ai choisi une des deux, évidemment, avec l'éclairage de mon ami qui m'en a, on va dire, quelque part mis plein les dents avec sa remarque. Et je le remercie encore, même s'il est décédé depuis. J'ai choisi de fréquenter cette personne-là. Ce qui a été particulièrement difficile, c'est que dès le début, ça a été pénible, éprouvant, je dirais même, dans la mesure où dans sa famille, ça ne passait pas. Je n'étais pas accepté comme j'étais dans sa famille. Donc, il n'y a eu pas un forcing, mais une forme de résolution à se dire, même si la famille n'est pas favorable, on y va. Et puis, notre vie s'est installée, et très rapidement, j'allais dire pendant le voyage de noces, des questions très fortes se sont posées, au point que dans les mois qui ont suivi, on a commencé à prendre conscience de l'importance de travailler et qu'on n'allait pas se retrouver là, lune de miel, coucher de soleil, belle vie, et avec du plaisir en permanence, mais qu'on aurait à travailler si on voulait que ça arrive. Rapidement, dans les semaines qui ont suivi, j'ai eu une expérience qui m'a fragilisé intérieurement parce que j'ai senti une forte attirance vers une autre femme, avec en plus un passage, on va dire, partiel à l'acte, mais un acte suffisamment posé pour que je me dise qu'il y avait un problème. Pascal, tu viens de te marier et tu es déjà attiré par une autre femme alors que ça fait quelques mois que tu es marié. Il y a vraiment un problème. Vous voyez, ce voyant qui s'allume a fait que je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et j'ai choisi en solution de me verrouiller et de m'engager de manière tellement déterminée que je voulais que rien ne fragilise ma volonté de m'investir dans mon couple. C'est ce que j'ai fait vraiment corps et âme, au point que même si la relation conjugale était difficile, eh bien j'ai investi énormément pendant les 4 premières années de mon mariage, de manière considérable. Mais quand je dis investi, c'est que j'ai investi avec ce que je savais, avec ce que j'avais. J'avais déjà dit d'ailleurs à ma femme, quand on a commencé à se fréquenter, tu sais, je ne sais pas aimer. Et quand on a vraiment commencé à se fréquenter au bout de quelques temps, je lui ai dit, je crois que je t'aime. Je ne lui ai pas dit je t'aime parce que j'étais conscient d'être dans cette lacune d'enfant abîmé venant d'une famille dysfonctionnelle dans laquelle ça avait été galère.
Je savais que ces bagages pour lesquels je n'avais pas vraiment fait le tri, mais pour lesquels j'étais encore en révolte, en rejet, en refus, étaient bien dans mes bagages. Vous savez, c'est pas parce qu'on est en rejet ou en refus de quelque chose qu'on a hérité de sa famille qu'on s'en est défait. Parfois même la haine ou le dégoût de certains éléments qu'on voit dans les bagages signale un attachement. Je ne sais pas si j'étais vraiment attaché, mais je le voyais dans mon couple. J'ai été violent, pas directement vis-à-vis de mon épouse, mais je me souviens qu'un jour, je me suis levé du lit et j'ai giflé la lampe de bureau, vous voyez les grandes lampes de bureau comme ça, qui font une tête comme ça à la Pixar. Elle est partie s'exploser contre le mur. Une fois, cela dit, plusieurs années après, j'étais tellement fâché que j'ai pris ma femme par les épaules et par les bras et je l'ai lancée contre le lit. Et je l'ai lancée tellement fort, sans mesurer ma force, pendant cet accès de colère, qu'elle s'est tapée la tête contre le mur. Et ça a été un signal pour que je me dise, Pascal, il y a quelque chose qui ne va pas, tu ne peux pas continuer comme ça. Je détestais cette version de moi, cette manifestation de moi. Je n'avais pas de solution. J'ai consulté des thérapeutes et le travail qui se faisait sur moi a été agréable et appréciable pendant les séances, mais je ne peux pas dire que je voyais de réels changements post-séance. Vous voyez ce que je veux dire ? Le psychologue m'écoutait et j'avais l'impression qu'il m'écoutait. Heureusement qu'il ne dormait pas, malgré ce que me disent certaines personnes que j'accompagne depuis de nombreuses années, qui me disent j'ai l'impression que mon psychologue ne m'écoute pas. On a eu conseiller conjugal et familial qui, eux, étaient attentifs, mais qui me semblaient démunis. C'était, je dirais, à nous, à ma femme et à moi, de trouver des solutions. Je me souviens qu'on a consulté un sexologue qui, lui, nous a donné un exercice pratique, j'ai presque envie de dire, avec le recul, sans considération pour le ressenti émotionnel de ma femme. Je veux dire, quand on est sorti de la consultation, elle m'a dit, c'est hors de question que je fasse cet exercice. Sur le moment, avec mon immaturité, j'ai trouvé que c'était un blocage. C'était un blocage. Mais un blocage qui prenait en considération le fait que le thérapeute n'avait pas considéré son ressenti, la difficulté, sa souffrance. Il n'a pas mesuré si l'exercice était adapté à ma femme. Et ça a été un fiasco. Sur 15 ans de mariage, nous avons vécu 11 ans de thérapie. Parfois ensemble, parfois séparément. Je me souviens d'un de mes amis qui est maintenant au Canada qui m'a dit, en fait, Pascal, je trouve triste que tu divorces, mais on ne peut pas dire que tu n'as pas travaillé à ton couple. Si je fais juste un petit flashback, il est même arrivé, après 4 ans de mariage, que j'ai cette fois-ci une aventure extra-conjugale claire. Une vraie. Je vous passe les détails, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Et je suis rentré chez moi en réalisant à quel point j'étais démuni pour comprendre ce qui s'était passé, pour mesurer les étapes qui avaient précédé et préparé cette aventure extra-conjugale, qui fait que je me suis retrouvé vraiment démuni. Vous savez, le sentiment d'impuissance, où on se dit quelque chose ne va pas, mon choix n'était pas adapté, je le regrette tout en ne le regrettant pas parce que je trouve qu'il met en évidence quelque chose, et ceux qui se reconnaissent à cette période-là que je fréquentais savent que je ne regrettais pas d'avoir vécu ça parce que je le voyais comme un signal. C'est ce que j'ai dit à mon épouse. Je suis désolé d'avoir eu cette aventure extra-conjugale, je t'en demande pardon, et en même temps je ne le regrette pas parce que ça a révélé des choses chez moi. J'ai pris conscience que j'avais étouffé des choses, que j'avais essayé de mettre en place des solutions qui n'étaient pas des solutions, vous savez, des pansements sur des plaies purulentes. Et que cette souffrance qui était mienne, en fait, venait ajouter de la souffrance à notre relation. Vous vous souvenez que je suis en train de répondre à la question de la légitimité que je peux avoir à accompagner des couples. Quand je vous accompagne, je ne suis pas sur mon siège de théorie. Je ne suis pas en train de vous ramener sur la table des éléments qui sont issus du travail de Carl Rogers, de Thomas Gordon, de Albert Ellis, du Dr Ross Campbell, de Marshall Rosenberg, ou d'autres praticiens qui sont dans cette
dynamique-là. Jacques Salomé, André Charbonnier et de nombreux autres auteurs. Un que je mentionne régulièrement, Don Miguel Ruiz. Ce dont je vous parle, c'est quelque chose dont j'ai eu besoin. Les langages d'amour de Gary Chapman, c'est mon épouse qui les a découverts. Mon ex-épouse. Elle les a lus. Elle les a lus sans que je sois au courant de l'existence de ce livre. Et au bout d'un mois, je me suis retourné vers elle en lui disant, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai l'impression que quelque chose a changé dans notre couple, je ne sais pas quoi. Mais je me sens bien, je me sens vraiment mieux. Qu'est-ce qui se passe? Elle a sorti le livre et elle me l'a montré. Je ne savais pas qu'en lisant un livre et qu'en appliquant ce qui était écrit dans ce livre, on pouvait à ce point impacter son partenaire, enfin d'abord soi-même, son partenaire et son couple. J'ai lu le livre et je me suis régalé. J'ai lu ce livre au point même que, à partir de ce livre, j'ai conçu des méthodes complémentaires pour faire en sorte que les langages de l'amour soient installés de manière pertinente et claire dans la vie d'un couple. Qu'on en profite vraiment au-delà de ce que propose Gary Chapman, que je n'ai jamais rencontré au demeurant. Mais que je remercie pour cette base, qui pour moi est une base et qui nécessite d'arriver à incarner la prise de connaissance de ce que sont ces langages de l'amour pour les rendre concrets, pratiques, réalisables, réalistes, singuliers, c'est-à-dire adaptés à chaque partenaire. Ceux auxquels j'ai partagé l'exercice du tableau des langages de l'amour sont généralement surpris de voir le travail que ça demande, mais aussi le pouvoir que ça ouvre devant eux, à leur capacité à montrer l'amour à leur partenaire. Après 4 ans de mariage, j'ai demandé le divorce. Et vous imaginez que mon ex-épouse a été bouleversée par le fait que j'ai eu cette aventure extra-conjugale. Elle ne l'a pas accueillie avec joie et c'est tout à fait légitime. Même si je lui ai demandé pardon, il a fallu des années pour qu'elle remonte la pente et accepte de recommencer à me faire confiance, de reconstruire une confiance, de reconstruire de la fluidité dans notre relation. Même si cette fluidité a vraiment été l'objet d'un travail pour elle, comme pour moi, avec notamment des mois dans lesquels on n'avait plus de rapports sexuels, par exemple. Des semaines pendant lesquelles c'était tendu, il y avait une forme de mutisme, difficulté à prendre du plaisir à être ensemble. Personne ne m'apportait de solution. Personne. Même pas les thérapeutes que j'allais consulter, pour lesquels je payais des entretiens. Alors, non pas qu'ils ne voulaient pas m'apporter de solution, mais que les solutions qu'ils m'apportaient étaient trop théoriques, pas adaptées, trop mentales et cognitives, dirais-je. Difficile de vraiment les incarner. En réalité, je prenais conscience que semaine après semaine, mois après mois, année après année de thérapie, je n'avais pas réellement d'outils pour travailler à mon couple. Alors je me suis dit qu'il fallait que je les crée, quoi. Mais comment? Il a fallu du temps pour mûrir ça. J'ai finalement demandé le divorce après 15 ans de mariage. Et ça a créé un séisme colossal dans ma famille. J'ai même attendu que mes enfants soient suffisamment grands pour le demander, parce que je craignais que ça les abîme trop. Ça les a beaucoup abîmés. Et j'ai eu l'occasion de demander pardon à mes 2 enfants pour le séisme par lequel ils sont passés après ce séisme du divorce, ou pendant ce séisme du divorce. J'ai été personnellement choqué pendant 2 belles années post-divorce. Et alors que c'est moi qui ai pris la décision de divorcer. Ça me rappelle que ce n'est pas parce qu'on prend la décision de divorcer que c'est facile. J'ai pris plus de 3 ans avant d'arriver à prendre cette décision. J'ai même demandé à quelqu'un: comment as-tu trouvé le courage de demander le divorce? 3 ans. Et pendant 2 ans après,
j'étais encore marqué. J'ai écrit un livre. Ceux qui me connaissent savent que j'aime écrire et que c'est une thérapie, écrire des livres, composer des chansons. Et j'ai écrit un livre dans lequel j'ai partagé mon histoire, en même temps ma rencontre, j'y ai mêlé mes blessures d'enfance, les chemins, méandres, sentiers épineux par lesquels je suis passé et qui expliquent la raison pour laquelle j'étais, on va dire, abîmé. Au point, comme je l'ai dit tout à l'heure, de dire à mon épouse, je crois que je ne sais pas aimer, et puis au bout de quelques temps, avant même qu'on soit mariés, je dis mon épouse, on n'était pas encore mariés, de lui dire je pense que je t'aime, puis après je crois que je t'aime, et puis au bout de quelques années je t'aime, mais j'ai besoin d'apprendre à aimer. J'ai eu le sentiment d'avoir besoin d'apprendre à aimer pendant 15-18 ans. Et à ma nouvelle épouse, j'ai dit, j'ai une manière d'aimer qui est bizarre, je voudrais quand même que tu le saches. Je me trouve étrange dans ma manière d'aimer, parce que non seulement comme je le lui avais dit que je ne savais pas aimer, que j'avais dit je pense que je t'aime, je crois que je t'aime, je n'étais pas certain de savoir aimer. C'est quoi aimer ? Vous savez, j'ai été marié pendant 15 ans, je vous ai dit que j'ai souffert pendant 17 ans en fait de cette préoccupation-là, et je ne savais pas ce que ça voulait dire aimer. Si on m'avait dit Pascal, qu'est-ce que ça veut dire aimer ? Vous voyez, c'est pas évident quoi. Comme quand on demande à un chrétien, c'est quoi la foi ? Ah ben la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est beau, c'est dans la tête ça, mais c'est quoi la foi vraiment dans ta vie concrètement ? C'est quoi ? Ben voilà, on va chercher des situations en fait. Parce que comme pour l'amour, on a besoin de se rattacher à des situations. Aujourd'hui, si vous me demandez ce que c'est qu'aimer, je sais le définir. Si vous me demandez quels sont les principes de la vie conjugale, je sais les définir. Si vous me demandez comment savoir si c'est le bon ou si c'est la bonne, je sais répondre à cette question. Non pas que j'ai appris comment enseigner comment répondre à cette question, mais parce que j'ai bossé, j'ai travaillé, j'ai compris que pour être un couple heureux, ça passe par le travail. Et si j'en suis arrivé là à aspirer à pouvoir répondre avec clarté à ces questions-là, c'est parce que j'ai trop souffert de ne pas savoir y répondre. J'ai pardonné mes parents pour leur démarche délétère, je dirais. Je la qualifierais comme ça. Et je les pardonne encore. Rien n'a changé. Ils n'ont pas appris, eux non plus, à aimer. Comme je n'ai pas appris à leur contact à aimer. J'ai eu la chance, ou plutôt, j'ai créé ma chance, en rencontrant un couple dont la femme s'appelle Josette, qui m'a appris à aimer. Vous savez comment elle m'a appris à aimer ? En m'aimant. En m'aimant avec des actions claires, prête à m'écouter jusqu'à 1h ou 2h du matin. C'était pas mon ami, c'était pas ma mère, c'était pas mon frère, c'était une amie de mes parents. À m'écouter dans mon jeu jusqu'à 1h, 2h ou 3h du matin. À m'accueillir quand j'en avais besoin. À faire preuve d'une générosité financière, matérielle. À accepter que je vienne dormir chez elle. Que je vienne même passer plusieurs jours chez elle. Alors que mes parents m'amenaient rarement chez elle, pour ne pas dire, quand je dis rarement, ne m'amenaient pas chez elle juste pour que j'y reste et qu'ils rentraient chez eux à 10 km. Toutes les semaines, je parcourais en courant ces 11 km pour aller chez Josette. Parce que je savais que là, j'étais aimé. Ça a été mon école, ma première école. Avant que dans ma vie conjugale, je crée moi-même mon école à partir des livres, des éléments de mon cursus en sciences humaines, de mes formations de relations d'aide, d'accompagnement, de gestion des conflits et de tout ce que j'ai pu apprendre après dans mes cursus et mes formations. J'ai fondé tout cela dans cet exercice, dans cette école de vie avec Josette, pour laquelle je serai en reconnaissance tant que je serai vivant.
Est-ce que je suis légitime pour accompagner les couples? Oui, j'ai trompé ma femme, j'ai divorcé, j'ai fondé du matériel à partir de bases que j'ai reçues dans mon cursus universitaire et dans les formations que j'ai faites post-cursus. J'ai accompagné des dizaines et des dizaines de familles monoparentales. J'ai accompagné des couples en préparation au mariage. J'ai accompagné des couples en crise. Je me souviens d'un couple chez qui je suis allé, où la femme enceinte était frappée par son partenaire. Je suis arrivé, il devait être entre minuit et 1h du matin, parce que j'avais été appelé en urgence. Je me souviens d'une thérapie, d'un accompagnement avec une famille, père, mère et les enfants, dont la mère avait découvert que son mari avait une autre famille à l'étranger, dans des rapports extra-conjugaux. J'ai été dans des situations qui ont vraiment été, je dirais, périlleuses, par moments difficiles, tendues. Et en plus de tout ce que je vous ai dit dans mon cursus, dans mes formations complémentaires, dans ces expériences d'accompagnement, j'ai été formé. Vous savez, l'écoute de la situation des personnes participe à se former, surtout quand on veut apprendre. Mon expertise est vraiment fondée aussi sur cette expérience. Alors, quand on me demande est-ce que tu es légitime, Pascal, pour accompagner des couples, je réponds aisément par l'affirmative. Le syndrome de l'imposteur, il est très très loin derrière moi, depuis longtemps. Et quand je vois les couples que j'accompagne évoluer, comme un couple que je suis allé accompagner pendant 3 jours en accompagnement intensif, de 9h du matin jusqu'à 18-19h, pendant 3 jours d'affilée, et que je vois l'évolution de cet accompagnement, jour 1, jour 2, jour 3, que je vois l'impact sur l'un ou l'autre des partenaires, dans le cadre de cet accompagnement, oui, je réponds oui, je suis légitime, oui, tout à fait. Non pas que j'excelle et que je suis le meilleur, mais que la singularité liée à mon parcours, à ma capacité d'autodidaxie, à ma créativité pour produire du matériel et faire que quand je suis en séminaire devant un public, quand je suis en atelier devant des groupes plus restreints avec lesquels j'interagis, je vais regarder ce qu'ils travaillent, je peux les écouter, les accompagner en pas à pas, et que je les vois avancer, évoluer, mûrir, s'épanouir, et se réjouir de ce qu'ils reçoivent, se sentir mieux. Oui, je réponds oui. Je me sens légitime. C'est devenu une passion. J'ai même développé une sorte d'acuité à percevoir des dysfonctionnements, des forces, des faiblesses, des limites, des aptitudes dans les couples qui m'entourent. Quand on est au bord d'une piscine, dans un pique-nique, je vois, et les gens se confient à moi parce qu'ils perçoivent, quelques-uns diraient, ils sentent que je vibre quelque chose qui les amène à se confier à moi. Ils valident une légitimité qu'ils perçoivent en moi. Pas une légitimité que j'impose en disant « s'il vous plaît, reconnaissez-moi comme légitime », mais une légitimité qu'ils voient. Alors, je suis vraiment dans une conviction profonde d'être à ma place. À ma place pour faire en sorte que les couples qui piétinent le sol français ou la francophonie, où qu'ils soient dans le monde, comprennent que construire un couple heureux, ça s'apprend. Comprennent qu'ils ne sont pas tout seuls démunis en disant « mais comment je vais faire ?» Et puis peut-être que je vais aller voir quelqu'un si notre couple ne va pas bien. Mais si notre couple va bien, il n'y a pas de raison. Ben si, il y a des raisons, parce que vous pouvez vous équiper quand vous allez bien, de manière à avoir les outils nécessaires le jour où ça ne va pas bien. C'est quand même tellement évident. Évidemment, j'accompagne les couples en crise, notamment avec le produit que j'ai créé qui s'intitule « Sortir son couple de la crise ». Mais quand un couple n'est pas en crise, c'est plus facile encore. Quand un couple est naissant, c'est encore plus facile de donner des bases fondamentales pour le couple heureux, de comprendre les principes de la vie à deux, quelles sont les lois qui régissent la vie à deux, comme les lois qui régissent la nature végétale, animale, ou à quelque niveau de la botanique que ce soit. Ces lois existent. Alors vous ne les connaissez pas, je sais. Parce que je crois que c'est là qu'est la spécificité du couple heureux, c'est que nous sommes
peut-être les seuls dans la francophonie mondiale à édicter des principes de la vie conjugale. Si vous vivez ça, que vous le faites comme ça et qu'on vous apprend à le faire et que vous le mettez en œuvre comme ci et comme ça, il n'y a pas de raison que vous ne viviez pas le succès. Et des couples s'épanouissent. C'est mon plus grand bonheur. Alors, je vis avec le bonheur de savoir que peut-être si vous regardez cette vidéo, vous vous sentez concerné par la nécessité de travailler à votre couple, de comprendre qu'un couple heureux, ça s'apprend, de vouloir apprendre, de vous équiper avec tout le matériel gratuit qui est disponible sur le blog couple-heureux.com, de profiter des modules payants qui permettent d'aller bien plus en avant et de manière bien plus concrète sur le blog couple-heureux.com, de vous faire accompagner avec des coachings, avec un accompagnement individuel de l'un des membres du couple, avec un accompagnement du couple, selon votre besoin. Je me réjouis de vous croiser. Je vous réjouis de vous entendre me dire que le matériel que vous avez trouvé a matché, qu'il vous a fait du bien, que vous êtes nourri. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai envoyé un questionnaire suite à l'atelier Projet de vie à deux et Projet de vie solo que j'ai animé dimanche dans un hôtel à Marseille et pour lequel je me réjouis de lire les réponses qui seront données à ce questionnaire. Les gens pourront dire combien ça leur a fait du bien, quelles étaient leurs attentes, est-ce que les attentes ont été assouvies, jusqu'où elles ont été assouvies, partager leurs témoignages d'expérience. J'aime entendre vos témoignages d'expérience. Alors, régalez-vous, servez-vous, sachant que la vie, et je dirais la vie en couple, c'est comme un grand buffet. Ceux qui se servent parce qu'ils ont conscience d'avoir faim ont plus de chances d'être rassasiés que ceux qui attendent qu'on les serve. N'attendez pas qu'on vienne vous servir du bonheur. N'attendez pas qu'on vienne vous apprendre le bonheur. Allez le chercher. Allez le construire. Venez le chercher, ces couples heureux. Équipez-vous des outils nécessaires qui sont à votre disposition avec une palette large pour que vous puissiez créer votre bonheur et avoir toutes les clés pour vivre heureux à deux. Je vous embrasse.